Voilà. Qui c'est qui veut... Non, je vais écrire au tableau. Donc vous ne regardez pas le texte en indonésien que je vous avais donné. Parce que moi j'ai fait cet exercice. Quand j'ai écrit ce livre, Babat Menyalau Nido, donc c'est sur le tremblement de terre et l'éruption volcanique à Jogja. Et je me suis retrouvée impliquée dans un village qui a été détruit par le tremblement de terre, à Bebean, à Pandak, Bantul, et puis l'éruption volcanique aussi, parce que je connaissais bien le gardien du volcan, la Marijan, le Jogokunchi. Et j'ai d'abord écrit en français le livre. Et puis au bout de 100 pages, je me suis aperçue que c'était pas bien. Parce que j'écrivais, comme je prenais le français, j'écrivais sur les gens de ces villages, comme s'ils étaient des objets, vous voyez. Alors que moi, j'avais vécu l'histoire de l'intérieur, parce que je vis ici, parce que je suis à moitié indonésienne, et parce que j'ai été dans ces villages avec eux. Donc je me suis dit, ça va pas. Et donc j'ai arrêté en français, et je me suis dit, je vais écrire en indonésien, ce qui est beaucoup plus difficile pour moi. Mais je me suis dit, c'est la seule manière pour que j'écrive juste, pour avoir le bon point de vue. C'est-à-dire, j'écris pas sur les gens, mais j'écris de l'intérieur, vous voyez. Donc j'ai fait sans arrêt, donc j'ai repris le texte, je l'ai transformé en indonésien, mais des fois, en indonésien, c'était mieux qu'en français, donc je changeais le français. Vous voyez, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours comme ça, je traduisais mon propre livre, quoi. C'est pas vraiment de la traduction, c'était... je lui disais, tiens, en indonésien, j'ai trouvé une meilleure idée. Je vais voir si en français je peux changer. Comme on a fait là, ensemble, voilà. Et du coup, ça devient passionnant, quoi. On s'enrichit. Donc voilà. Donc vous trouvez la formule à l'origine. J'écris mal, hein. Ce livre. Était juste une femme. Voilà, c'est tout. Vous pouvez lire. À l'origine, ce livre était juste une fable, L'arbre éléphant, c'est le titre, hein, que j'avais écrite en juin 1991 pour célébrer la naissance de ma fille. Voilà. Ça va? Donc peut-être que vous avez trouvé une meilleure phrase que ce que j'ai écrit en français, en indonésien, on va voir. L'arbre éléphant, hein, c'est le titre, c'est on pourrait mettre en italien.
Il n'y a pas de mots difficiles, hein. Vous ne devriez pas utiliser le dictionnaire. Hein. Si? Ça y est? Siap. De toute façon, vous avez fait du très bon travail. Regardez pas là, c'est vrai, c'est bien mieux la votre proximité.
C'était pas trop difficile là. Pour terminer, on a fait quelque chose de facile. Alors, à l'origine, ada pada mulanya buku tersebut hanyalah sebuah fabel berjudul L'arbre éléphant. Sebenarnya diterjemahkan juga, il faudrait le traduire, ou alors vous mettez les, entre parenthèses pohon gajah yang saya tulis pada bulan Juni itu dalam rangka memperingati hari kelahiran putri saya. Là, memperingati, c'est plutôt comme si on... Alors que c'est pour se souvenir de sa naissance, alors que là elle vient de naître. Pour célébrer sa naissance, elle vient de naître. Mais bon, ça peut être compris aussi, hein. Ça peut être, on ne sait pas, peut-être qu'on croit qu'elle est née il y a longtemps et que c'est pour célébrer son anniversaire, ça serait. Hein. Donc là, c'est... Voilà. Mulanya, karya ini hanyalah fabel berjudul L'arbre éléphant yang kutulis pada bulan untuk menyambut, voilà, menyambut, d'accord, très bien. Awalnya aussi, buku ini hanyalah fabel, pareil yang kutulis untuk merayakan. J'aime bien merayakan. Moi j'avais utilisé menyambut, mais en fait j'aime mieux merayakan peut-être. C'est plus, non? Sebenarnya, j'aime bien aussi pour à l'origine, sebenarnya. Cerita buku ini hanya merupakan dongeng tentang pohon gajah. Voilà, il vaudrait mieux rester quand même. Oui, remarquez, vous avez raison, tentang, pourquoi, oui. Yang tulis pada bulannya untuk merayakan kelahiran putri. Très bien. Et ça, c'est une bonne idée aussi. Sebenarnya aussi buku ini hanyalah fabel berjudul Pohon Gajah yang saya tulis pada Juni, ya. Merayakan j'aime bien. Pada dasarnya ini hanyalah sebuah cerita fabel berjudul Pohon Gajah yang tulis ini untuk merayakan kelahiran putri. Et moi j'ai mis, alors j'espère que c'est correct, vous allez me dire. J'ai mis pour, à l'origine j'ai mis Asal Mula. Est-ce qu'on peut dire ça, Asal Mula? Asal Mula, parce que c'est vraiment comme l'origine, voilà. Hein? Moi, les deux mots que je cherche, c'est Asal Mula ou Sebenarnya en fait, parce qu'il y a quelque chose, parce que pada mulanya c'est plutôt au début, non? Asal Mula, buku ini sekedar kisah dalam berjudul Pohon Gajah yang kutulis pada Juni itu untuk menyambut kelahiran anakku atau untuk begitu. Donc la seule différence c'est kisah khayalan, parce que fable en indonésien, dongeng c'est les contes, et fable c'est difficile, hein. Fable, oui, c'est un nom. Voilà, donc ça c'était pas trop difficile, non? On va s'arrêter là, non? Parce qu'il est 2h10, donc vous avez des remarques. Bon là il n'y a pas beaucoup de variétés,
Peut-être que c'était pas une bonne phrase, mais enfin c'était comme je me sentais fatiguée, il fallait quelque chose de pas trop difficile. Vous avez envie de recommencer? Non. Ou de faire sur de choisir un livre, un petit livre et de le traduire. Mais pas de l'indonésien en français, c'est trop difficile. Il faut faire du français en indonésien. Il y a des questions? Ada pertanyaan? Ya Bu Inandia mungkin? Yakin nggak ada yang mau tahu? Boleh pakai bahasa Indonesia. Dari Bu dosen. Kalau dari Pak dosen. Tadi yang phrase yang Sindunata, moi je pense que la phrase c'est plus belle que celui de l'origine. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est vraiment intéressant, hein, non? Peut-être que si on lui montrait, il dirait ah oui, vous avez raison, très bonne idée. Et on pourrait tout réécrire son livre comme ça, en traduisant d'abord en français et en remettant. Ça crée des choses très intéressantes. Mais je pense que c'est grâce à votre travail même. Oui, parce qu'en français, on a trouvé quelque chose de beau. Donc, en le remettant en indonésien, ça devient encore plus beau. Vous voyez, c'est ça qui est non, intéressant, voilà. Donc, bon, on n'aurait peut-être pas dû faire celui-là, on aurait pu prendre un autre exemple, mais ça fait rien. Ça, c'était juste pour terminer, pour faire dans l'autre sens quelque chose de facile. Et puis, donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a encore 10 minutes. Masih ada 10 menit, kalau teman-teman masih ada pertanyaan. Irma, Oci, Mentari, Dava. Est-ce que vous essayez déjà interpréter une conversation de diplomate ou une personne qui travaillait dans une ambassade? Pas encore. Peut-être que de façon informelle, ça m'est peut-être arrivé. Une fois, l'ambassadrice est venue à Yogyakarta, c'est une femme, et je l'ai emmenée sur le Merapi, et elle parlait avec les paysans du village de Kinarjo, et je traduisais, mais vous voyez, c'était pas autrement, non, moi je le ferais pas. Je me sens pas capable. Et c'est vraiment si vous faites... moi, cette amie qui fait de l'interprétariat pendant des années aux Nations Unies, c'est un entraînement. Non seulement elle est bilingue, en plus elle est née à Cuba, d'un père cubain et une mère américaine, donc elle était vraiment bilingue anglais-espagnol. Puis après, après la révolution cubaine, ses parents sont partis de Cuba et ils ont habité en Suisse. Elle a été mise dans une école française suisse, donc elle a appris le français, donc elle parlait français couramment. Donc elle avait ces 3 langues, naturellement, parfaitement. Mais malgré tout, elle a encore fait des cours, une école d'interprétariat de plusieurs années, parce que c'est des techniques d'écoute, soit c'est simultané, vous voyez, des fois, la personne parle, vous les voyez dans la télévision, et pendant qu'ils parlent, ils traduisent. Hein. Donc vous imaginez l'attention que ça prend, vous parlez, mais il faut quand même écouter ce qui continue à se dire. Donc c'est comme si on avait 2 cerveaux. Autrement, des fois, c'est après, vous écoutez, vous prenez des notes, la personne s'arrête, vous le traduisez, ça recommence. Mais prendre des notes, il y a une façon, il y a des techniques pour prendre des notes, vous ne pouvez pas tout écrire, vous n'avez pas le temps. Donc il y a des systèmes, comme ça, des systèmes de mots-clés pour qu'après, quand vous le redites, ça réveille toute la mémoire de ce qui a été dit. Donc c'est plusieurs années d'études en fait pour faire de l'interprétariat. Et je pense que là, il faut aller
France. Je ne sais pas si en Indonésie, il y a une école d'interprétariat pour l'indonésien. Et je ne sais pas comment ça se passe. Ça, le professeur peut vous le dire, mais pour le français, il faut être pratiquement des native speakers, quoi, ou être de famille bilingue, parce que c'est... Mais la traduction, non. La traduction, vous pouvez même parfois pas très bien parler la langue, mais être un excellent traducteur. Vous avez vos dictionnaires, vous avez un esprit de recherche, de créativité, ou alors si c'est de la traduction technique, vous êtes très minutieux. Par exemple, si vous traduisez du droit, un texte de loi, vous devez avoir un petit peu des connaissances en droit, autrement vous n'y arriverez pas. Vous voyez. Et aux Nations Unies, mon ami m'expliquait que quand il va y avoir un chef d'État qui va parler, ou un débat aux Nations Unies, d'abord, au moins 15 jours avant, ils ont la thématique. Et elle fait des recherches sur tout le vocabulaire. Parce qu'il y a des, par exemple, si c'est sur les énergies renouvelables, vous voyez, les énergies solaires, etc. Il faut connaître le développement durable, il faut connaître tous les termes techniques pour que quand ça arrive, ça vienne tout de suite. Vous n'avez pas le temps d'aller chercher, de regarder sur Internet, vous ne pouvez pas. Donc il y a un énorme travail de préparation, s'ils préparent tout leur vocabulaire, pour que si le mot surgisse, ils le connaissent tout de suite. Donc c'est beaucoup de travail, alors que le traducteur, il a tout son temps, voilà. Donc c'est une autre personnalité, hein. Il ne faut pas confondre, si vous avez envie de choisir cette profession d'interprétariat, il faut être quelqu'un de très, voilà, très vif, quoi, hein. Et ça demande un vrai training, un vrai entraînement, hein. C'est pour le faire de façon professionnelle, hein. Voilà. Mais c'est un beau métier, hein. Ça veut dire vous préférez traduire qu'interpréter? Non, moi je suis plus traductrice. Mais j'interprète tout le temps parce que je suis toujours à traduire pour les gens, mais de façon non formelle. Mais non, j'ai pas fait de formation d'interprète, c'est vraiment un métier. Traductrice, je n'ai pas non plus été formée, mais je l'ai appris parce que comme je suis écrivain, j'aime les mots, j'aime le langage. Donc pour moi, c'est quelque chose de... J'ai pas eu besoin de faire une école, si vous voulez, d'apprendre la théorie, parce que c'est dans mon sang, quoi. Donc même si c'est dans une autre langue que je connais pas très bien, j'arrive à trouver quand même la beauté de la langue. C'est un peu instinctif, parce que je suis écrivain et poète de nature. Mais quand même, la traduction, ça s'apprend aussi, surtout la traduction technique, hein, si vous traduisez des termes, des textes juridiques, etc. Moi, je ne suis pas capable de les faire non plus, hein, parce que ça demande, il faut savoir les termes dans la langue, donc il faut avoir, si vous êtes spécialisé dans le droit international, par exemple, en traduction, vous allez faire du droit international pour connaître de quoi on parle. Des fois, c'est très... Même dans votre propre langue, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, vous voyez, c'est tellement technique. Donc ça demande une double, ça demande la connaissance de la langue, la connaissance de la traduction, des techniques de traduction, et la connaissance du domaine dans lequel vous allez vous spécialiser. Voilà. Oui. Madame, pour vous, quand vous traduisez le texte poétique, est-ce que la ponctuation est donnée dans la spéciale L'importance. Oui, et important c'est... La prononciation. Donc, la ponctuation. La ponctuation. Donc les poèmes, comment vous traduisez ça? Ça dépend, il y a des poèmes, maintenant, beaucoup on met plus de ponctuation. Mais peut-être que le javanais était à l'avant-garde, parce que dans le javanais, dans les thèmes-bandes, il n'y a pas du tout de ponctuation, hein. La ponctuation, c'est peut-être quelque chose de moderne, hein, qui a été introduit, je ne sais pas quand. On a besoin de... Mais
ça dépend, souvent les poèmes, il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation, c'est de passer d'une ligne à l'autre, hein, en vers. Hein. Mais de temps en temps, là par exemple, j'ai traduit récemment le poème de ce Balinet, qui est d'origine chinoise. C'est des poèmes divinatoires, c'est très beau. Je voulais vous en faire un, mais on n'a pas eu le temps. La prochaine fois, ça s'appelle Tianxi. Et lui, il ne met jamais de ponctuation. Mais moi, dans un ou deux des poèmes, j'ai mis quand même une virgule à un moment, parce qu'autrement, en français, on risquait de ne pas comprendre. Alors qu'en indonésien, ça va. Donc ça dépend. Donc je lui ai dit, si la virgule te dérange, tu peux l'enlever. Mais à mon avis, en français, il vaut mieux la mettre, ça rend la vie un petit peu plus facile. Autrement, on ne comprend pas. Donc ça, c'est à vous de voir, vous voyez. Et je pense que quand on traduit de la poésie, de toute façon, il faut être un poète soi-même. Parce qu'il faut recréer, regardez là, il faut être créatif. Il faut réinventer. Qu'est-ce que c'était? Mendung Berawan. Il faut inventer. Hein? Vous êtes obligé de trouver. Et finalement, le vent orageux, on l'a trouvé ensemble. Pourquoi pas? Hein, le vent nuageux, c'est pas très beau, le vent nuageux. Le vent orageux, c'est plus fort. Il y a un orage, il y a une menace. Donc c'est ça la création. Et ce qui est important, c'est que le lecteur qui va lire, il éprouve un peu la même chose que celui qui va lire en indonésien, vous voyez. Mais c'est difficile parce qu'on est dans une autre culture. Donc il y a des expressions. Vous ne pouvez pas les traduire. Comme je vous disais tout à l'heure, il mangea, il se souvenait du goût du durian. Bon, alors vous, en indonésien, vous vous souvenez quand vous étiez petit ou quand vous étiez dans la forêt, ou alors au bord de la route à Jogja, vous achetez un durian, vous le mangez, etc. Pour un Parisien, il lit ça, il n'a aucune sensation. Donc comment reprovoquer en lui une sensation? Alors c'est là où on doit être créatif. Ça, je ne sais pas, j'ai pas de réponse sur le durian, vous voyez, par exemple. Hein. Ou à l'inverse, il se fit une bonne tartine de camembert. Du camembert bien coulant. Vous savez, le camembert, c'est un fromage, quand il est un peu vieux, il sent assez fort. Hein. Bon. Vous traduisez en indonésien, l'indonésien qui n'a jamais mangé de fromage, de camembert, une tartine, ça ne veut rien dire. Alors que si dans le poème ou dans le texte, c'est quelque chose de très important qui le ramène à un souvenir d'enfance, il faut trouver une solution. Et c'est là où vous êtes obligé d'être inventif, pas simplement au niveau du mot, mais comment est-ce qu'il faut, ça c'est les théories de traduction, est-ce qu'il faut retransposer dans le contexte local, ou est-ce qu'il faut garder l'exotisme, parce que le camembert en France c'est pas exotique, mais ici c'est exotique, donc comment faire pour pas que, voilà, et on est toujours, de toute façon, il faut faire des choix, et après c'est vous qui faites le choix. Vous dites tant pis, de toute façon, traduire c'est choisir, hein. Il y a plusieurs possibilités, regardez, vous avez vu, la plupart étaient bonnes. Bon, j'ai dit, allez, on prend le ciel orageux, mais il y avait d'autres bonnes idées, hein. Vous les avez notées. J'ai opté pour celle-là, voilà. Mais donc, c'est ça qui est magnifique. Alors, dans un texte juridique, en principe, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, normalement. Mais justement, souvent, beaucoup de malentendus diplomatiques, à mon avis, arrivent parce que les traducteurs traduisent différemment. Et vous voyez, moi, je vais même vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une grande marche. C'était à l'époque, dans les banlieues en France, il y avait beaucoup de violences racistes contre les jeunes d'origine algérienne.
des banlieues. Et on avait 20 ans et on a fait une grande marche de non-violence de Marseille à Paris. Et j'étais avec eux, j'avais le même âge qu'eux. Et il y en avait un, il était né dans la même rue que moi, à Lyon. On était allés à la même école, SD. Mais il disait un mot, ou moi je disais un mot en français, je pensais que c'était un mot gentil, et lui, il l'entendait comme un mot agressif. Parce que, avec, vous voyez, j'avais l'impression qu'on ne parlait pas la même langue. Et pourtant, on avait le même âge, on était nés dans la même rue, on était allés à la même école, mais après, lui, il avait été dans les banlieues. Moi, j'avais grandi de façon plutôt bourgeoise, enfin plutôt privilégiée, pas riche, mais voilà, avec une bonne éducation. Et nos mots en français, ils étaient chargés d'un autre sens, vous voyez. Vous connaissez ça sûrement, vous allez dans un village ou quelque part, vous dites un mot, pour vous c'est un mot bon, et les autres le reçoivent comme un mot négatif. Et là, il y a le conflit. Voilà. Et les conflits, voilà, ils naissent souvent. Donc c'est même pas simplement d'une langue à l'autre, même dans sa propre langue, ou même dans un couple. Vous savez, un mari et une femme, souvent, la femme dit un mot gentil, le mari dit « Comment, tu m'insultes ?» Pourquoi? Il dit « Mais non, vous voyez, on connaît, hein, ça, on voulait dire quelque chose de gentil, mais l'autre l'entend comme quelque chose de méchant. » Donc le langage, c'est extraordinaire, c'est pour communiquer, mais aussi des fois pour créer des miscommunications aussi. Hein. Et la traduction, ça vous fait prendre conscience justement de tous les sens qu'il peut y avoir dans des phrases extrêmement simples. Hein. Donc c'est pas simplement pour apprendre à mieux parler français, c'est possible pour apprendre à mieux utiliser le langage et à adapter sa façon de parler à celui à qui vous parlez. Il ne faut pas parler, vous n'utilisez pas le même langage. Si vous parlez à un enfant, si vous parlez à quelqu'un d'un village, si vous parlez, vous devez, et ça c'est un grand savoir qu'il faut apprendre pour communiquer. Voilà. On peut s'arrêter là. Il y a encore une question? Bon, c'est intéressant, on a déjà beaucoup discuté, mais malheureusement le temps, voilà, c'est fini. Bon, merci. Merci beaucoup, un bravo.